Vous vous souvenez de l'émission Wife Swap? Eh bien, c'était pratiquement l'Angleterre victorienne. Même aujourd'hui, dans certaines communautés et religions, le divorce est mal vu, considéré comme immoral ou indésirable, et on fait tout pour l'éviter. Alors remontez quelques siècles en arrière et ajoutez le sens britannique de la bienséance, des valeurs traditionnelles et la croyance que les femmes étaient une propriété. Vous pouvez imaginer à quel point suggérer un divorce provoquait de l'indignation, à moins que vous ne soyez le roi d'Angleterre ou quelque chose du genre. Cependant, promener votre femme comme un morceau de viande était tout à fait acceptable. La vente des femmes en tant que possession dans des marchés était une pratique qui a débuté au XVIIe siècle et a persisté tout au long de l'époque victorienne jusqu'au début des années 1900, avec le dernier cas enregistré en 1913. En fin de compte, même sans la stigmatisation, le divorce était extrêmement cher et totalement hors de portée pour les pauvres et les membres des classes ouvrières. Jusqu'en 1857, il n'était même pas possible d'obtenir un divorce sans une loi privée du Parlement, et vous pouvez imaginer à quelle fréquence cela arrivait. Donc, la seule option restante pour les paysans de l'Angleterre moderne était la vente de leurs femmes. Cela ne signifie pas que la vente de femmes était très répandue. Du premier cas enregistré, celui de John Whitehouse en novembre 1692, jusqu'en 1750, il n'y a eu que 8 incidents documentés. Il semble que, lentement, au fil des siècles, la vente de femmes se soit répandue en Angleterre, et au XIXe siècle, cette pratique ait grandi en popularité dans certaines parties du pays. L'historien du XXe siècle E.P. Thompson, en combinant ses recherches avec des cas recensés dans le livre Wives for Sale de Samuel Payette Menefee, confirme l'existence d'au moins 400 cas de vente de femmes dont les derniers ont eu lieu à la fin des années 1800. En 1797, The Times a rapporté l'une de ces ventes à Smithfield Market, montrant que certains trouvaient cette pratique déplaisante. Le vendredi, un boucher a exposé sa femme à la vente à Smithfield Market près de la Ram Inn, avec une corde autour du cou et une autre autour de la taille, l'attachant à une barrière. Un marchand de porc fut l'heureux acheteur qui donna au mari 3 guinées et une couronne pour sa côte enlevée. Il est regrettable qu'aucune mesure ne soit prise pour mettre fin à une telle conduite dépravée chez les classes inférieures. Au début des années 1800, avant et après le couronnement de la reine Victoria en 1837, plusieurs récits de vente de femmes nous disent que c'était très semblable à amener du bétail au marché. La vente était annoncée à l'avance et la femme était littéralement exhibée devant les acheteurs potentiels avec une corde autour du cou ou du bras, et parfois les enfants étaient inclus dans la transaction. Bien que cela semble hautement offensant pour des oreilles modernes, cela suggère que la femme n'avait aucun mot à dire dans cette affaire, ce qui n'était pas toujours le cas. Comme aujourd'hui, les mariages ne fonctionnaient pas toujours, et ce n'était pas nécessairement uniquement le mari qui voulait mettre fin à l'union. Il pouvait y avoir une discussion préalable entre les deux parties. Mais comme l'homme détenait tout le pouvoir, c'était à lui de vendre sa femme à son nouveau partenaire, ce qui, dans la plupart des cas, était habituel. Cependant, il n'était pas toujours vrai que la femme était une victime vendue au plus offrant. Dans de nombreux cas, la vente avait été convenue à l'avance et servait de symbole de séparation et de remariage. Un excellent exemple vient de Maidstone en janvier 1915, où John Osborne a vendu sa femme et son enfant à William Sargent pour la somme de 1 livre sterling, environ 121 livres sterling d'aujourd'hui. Et même si c'était une vente au plus offrant, la transaction ne pouvait être achevée sans l'accord de la femme. Un rapport de Manchester de 1854 montre un cas où une femme fut achetée à un prix élevé, mais n'appréciant pas l'acheteur, elle fut remise en vente. En parlant de prix, il semble que cela pouvait varier énormément. Dans certains cas, une femme était vendue pour 100 livres et ses enfants pour 25 livres chacun, comme ce fut le cas lors d'une vente en 1865. Mais plus couramment, l'argent n'était pas le point central de la vente, mais plutôt la preuve qu'une transaction avait eu lieu. Ainsi, la plupart des ventes étaient conclues pour seulement quelques shillings, de la bière ou quelques pence. Cela explique également pourquoi ces ventes avaient souvent lieu dans les marchés. Choisir un marché était significatif, car la foule assurait que la séparation entre le mari et la femme était bien vue par tous. Aussi humiliant que soit la corde, elle servait à prouver que la transaction était terminée lorsque l'acheteur la prenait du mari précédent, accompagné de l'échange d'argent ou de biens. De 1760 à 1880, il semble que les habitants du nord de l'Angleterre étaient les plus enclins à participer à la vente de femmes, avec le plus grand nombre de cas survenant dans Yorkshire, malgré la renommée et la popularité de Smithfield Market à Londres. Historiquement, et à l'époque,
Ce marché était considéré comme l'un des lieux les plus importants pour la vente de femmes, avec des récits des pratiques infâmes du marché atteignant même la France. L'écrivain écossais Robert Chambers a noté dans son livre de 1864, The Book of Days, une vente qui eut lieu en 1832. Les cas occasionnels de vente de femmes, bien que nous ne les remarquions avec un sourire passager, ont laissé une profonde impression sur nos voisins continentaux qui les citent constamment comme preuve de notre civilisation inférieure. Mais malgré la popularité croissante de la vente de femmes dans les années 1840, cette pratique a commencé à décliner au milieu du XIXe siècle. En partie, cela peut être attribué à la loi sur le mariage de 1857, qui a transféré les procédures de divorce aux tribunaux civils, rendant le divorce plus accessible qu'auparavant. Cela dit, ce n'était toujours pas équitable. Un homme n'avait qu'à prouver l'adultère de sa femme pour obtenir un divorce, tandis que les femmes devaient, en plus de prouver l'adultère, démontrer que leur mari avait été cruel, les avait abandonnés ou avait participé à l'inceste ou à la bigamie. Il n'est donc pas surprenant que les hommes détenaient encore la majorité du pouvoir. Cela a conduit à une baisse de la vente de femmes et au milieu des années 1800, cette pratique ne se retrouvait apparemment que dans les classes ouvrières les plus basses de la société victorienne et dans les communautés proto-industrielles et rurales. Et que dire du contraire ? Il pourrait vous surprendre de savoir que la vente de mari n'était pas totalement inconnue. Bien qu'il n'y ait que quelques cas documentés et qu'elle ait probablement été extrêmement rare, elle a parfois eu lieu. Cependant, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que dans l'Angleterre victorienne, les femmes n'avaient simplement pas beaucoup de droits et étaient soutenues par leur mari, qui était responsable de leur sécurité financière et de tous les autres aspects de leur vie. Si un mari abandonnait sa femme, il abdiquait sa responsabilité légale et risquait l'emprisonnement pour cela. Ainsi, vendre une femme à un autre homme était une façon de garantir sa sécurité financière, ce qui n'était pas le cas dans l'autre sens. Une femme qui vendait son mari prendrait probablement immédiatement un autre compagnon, car les femmes avaient peu ou pas de moyens de gagner de l'argent seules et deviendraient à la charge de leur paroisse si elles étaient célibataires, ce que peu de femmes étaient prêtes à faire après avoir été entretenues par un mari. Il est intéressant de noter que malgré les journaux qui condamnaient la pratique de vente de femmes, il n'y a jamais eu de loi contre cette pratique et nous n'avons aucun document montrant que le clergé ait explicitement condamné cette pratique. Cela nous amène à conclure que la vente de femmes avait en réalité le statut de mal nécessaire. Officiellement décriée comme une pratique répréhensible, elle était en réalité comprise comme une nécessité.